Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 80, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, on y va! Alors, au sommaire, nous aurons donc le point PEA, le tableau de dividendes puisqu'il y a eu des versements de dividendes cette semaine, évolution du portefeuille évidemment, le question-réponse, la situation du CAC 40 et pour finir l'analyse de la première action pour mon PEA PME qu'on verra ensemble. Et comme je vous ai dit, on va analyser 3 actions, donc une par semaine, et à la fin de ces 3 semaines, on fera le choix ensemble de l'action qu'on va rentrer sur mon PEA PME. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors donc on se retrouve sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc on peut voir actuellement que mon portefeuille affiche 15 580,55 €. Le solde en espèces est de 814,56 €. Je suis en plus-value latente de 962,38 €. Et donc je vous ai pris la capture d'image vendredi soir pour voir la différence avec la veille. Donc vous voyez que par rapport à la veille, j'ai gagné 346,62 €. Forcément, on a eu une grosse montée, on a gagné 2,52% vendredi, donc ça a bien aidé le portefeuille à se rétablir un petit peu. Alors comme d'habitude, on va regarder donc les actions classées en valorisation dans mon portefeuille, donc de la plus grosse valorisation à la plus petite, et donc la plus grosse valorisation de mon portefeuille est toujours Euronext. Donc j'ai 20 plus 10, donc j'ai 30 actions. Le PRU à 81,89 €, le cours de bourse est à 73,38 et elle a gagné cette semaine 0,69%. Je reste toujours en négatif sur l'action, donc je suis à moins 10,40% de moins-value latente. On va être patient. Comme je vous ai dit la semaine dernière, le fait d'avoir cassé la moyenne mobile 50 périodes d'ici me fait un petit peu peur, donc on va peut-être redescendre un petit peu plus bas, beaucoup plus bas même. On pourrait revenir chercher ici au niveau des 60 peut-être, 65, 60 €. Après ça va être une action qui va rester quand même cyclique dans le sens où lorsque les marchés vont cracher et que ça va être violent, tout le monde va vendre. Et là, Euronext va gagner beaucoup d'argent puisque quand on vend, on fait des actions et c'est sur les actions de vente et les commissions qui leur rapportent énormément. Donc là, ça va être bénéfique pour eux. Et lorsqu'on va être aussi sur des périodes très haussières, c'est pareil. Il risque d'y avoir beaucoup d'achats aussi et là, ça va être bénéfique pour eux, ce qui a été le cas ces derniers temps. Et par contre, quand on va arriver dans des périodes plus plates de la bourse avec des marchés qui ne bougent pas trop, là du coup moins d'achats, donc moins de frais et donc du coup une rentabilité un peu moindre on va dire. Donc il faudra s'attendre à ça et donc du coup on risque d'avoir régulièrement des petites hausses, des petites baisses, des petites montées et on le voit d'ailleurs ici, on a des pics, après ça redescend. Bon là on avait une belle petite montée mais elle était encore jeune à ce moment-là. Là on a une belle montée, on a une petite chute ici. Bon là ça représente le Covid. Belle montée après le Covid puisque les prix étaient très bas donc forcément ça a acheté beaucoup. Là ensuite ça a rechuté. Ça a dû rechuter. On a une belle petite chute même ici. Ensuite c'est plat, ça remonte un petit peu. Ouais, ça va être, il faut construire sa ligne tranquillement sur Euronext et chercher à être le plus bas possible. On va dire que quand on met en dessous des 80, voire 70
en dessous des 70 €, on peut être quand même tranquille avec cette action sur du long terme. Puisque vous verrez que je suis sûr qu'elle recommencera à faire des petites montées aux alentours des 100 €, et puis ensuite elle redescendra, elle remontera. Donc voilà, il faut construire avec le temps. J'ai peut-être construit un peu trop vite la ligne, et du coup j'ai un PRU un peu élevé quand même, 80, 89. C'est pour ça que j'ai dû racheter la semaine dernière pour essayer de faire baisser mon PRU. J'étais à plus de 80, 88 la semaine dernière. Alors ensuite, nous avons Sanofi. Donc Sanofi, 15 actions, PRU à 80,97, cours de bourse à 99,79. Donc elle a gagné 2,82% cette semaine. Je suis en plus-value latente de 21,73%. Donc là ici, on est toujours dans cette zone, ça monte, même si elle n'a pas réussi à passer la résistance et qu'elle est retombée. On a toujours ici une situation de haussière, hein, on le voit bien, on a le support ici rouge, la résistance rouge pardon, et le support en vert ici. On est assez loin des moyennes mobiles 20 périodes et 50 périodes, donc il y a un moment ça va venir les rechercher. Bon, pour le moment c'est bon, pour le moment c'est plutôt positif, même si ça retrace un peu, restera quand même du positif dessus. Alors, je vous ai mis ça puisque je l'ai vu tout à l'heure en regardant sur Twitter. Donc, c'est une première dans les dossiers juridiques individuels. Le groupe Sanofi a été condamné par le tribunal de Nanterre à indemniser à hauteur de 450 000 € une famille dont la fille, exposée à la dépakine in utero, j'espère que je le dis bien, est née en 2005 avec des malformations. Voilà, donc là ça commence. Donc si on a une, il pourrait y avoir jurisprudence, et donc du coup s'il y en a d'autres qui se déclarent, ça pourra coûter un peu beaucoup à Sanofi. Après, c'est à Sanofi aussi d'être plus vigilant là-dessus, hein. Je veux dire, là c'est un peu de leur responsabilité, et il y a d'autres affaires qui sont en train de sortir, donc là, vigilance sur Sanofi, on pourrait avoir une petite baisse de marché la semaine prochaine qui va pas trop apprécier toutes les nouvelles qui s'enchaînent négatives, puisque je crois qu'ils ont perdu un autre procès aussi, et on va sans doute en entendre parler lundi. Donc ça sera peut-être l'occasion de re-rentrer sur Sanofi, peut-être en dessous de mon PRU. J'y crois quand même pas trop, la dernière fois, ça avait pas fait beaucoup d'effet. Hein. Ensuite, nous avons Total Energy. Donc Total Energy, 29 actions, PRU à 32,78, cours de bourse à 51,08. Elle a gagné 0,95% en une semaine. Je suis en plus-value latente de 55,79%. Donc ça reste toujours au sommet. On voit là, on a passé une résistance en rouge là ici. Donc on devrait travailler là sur cette partie-là maintenant. Le pétrole, est-ce qu'il va continuer à monter? Est-ce qu'il va baisser? Qu'est-ce qui va se passer? Si on a une forte inflation avec des problématiques plus importantes que on a encore aujourd'hui, avec des prix qui explosent dans tous les sens, il est fort possible que les gens limitent leur consommation d'essence, de pétrole, et donc du coup que le cours puisse rechuter, rebaisser assez fortement, et que la demande mondiale soit moins importante. Donc attention à ça. Après, quoi qu'il en soit, ça reste toujours une belle société, en tout cas à mes yeux. Donc même si ça devait retracer, au contraire, ça serait des opportunités pour renforcer la ligne. Et là d'ailleurs, donc on a entendu parler de ça hier, et je ne savais pas d'ailleurs que le groupe Casino avait une filiale qui s'appelait Green Yellow, donc une partie sur l'énergie renouvelable. Et donc a priori nous aurions donc Engie et Total Energy qui seraient intéressés pour racheter la filiale. Alors pourquoi pas, ça pourrait être intéressant pour Total de racheter toujours du renouvelable, hein, de toute façon c'est ce qu'ils vont devoir faire. À suivre, on va voir. En tout cas ça a bien fait bouger Casino, hein, pour ceux qui étaient sur l'action Casino, hein, on a gagné 8% vendredi à la clôture. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui étaient dessus. Faut voir ce que ça va donner.
Alors ensuite, Danone, 20 unités, PRU à 53,25, cours de bourse à 56,17. Elle a gagné 0,12% la semaine dernière. Je suis en plus-value de 5,46%. Latente, toujours. Donc ici, on est toujours dans la même zone. On travaille sur le support qui se trouve là. On voit que là, il y a la résistance qui est en train de venir. On va avoir sans doute un biseau qui va se former. Et là, l'action va travailler ici, et après il faudra qu'elle fasse un choix, soit la traverser, soit redescendre un peu plus bas et revenir sur ce support. Ensuite, Euronext, 34 actions, PRU à 26,71. Le cours de bourse est à 29,50. Je suis en plus-value latente de 10,42%. Alors Euronext, je ne suis toujours pas rentré dessus. Il y a eu des opportunités, hein. C'est vrai que là il y a eu des belles chutes et je me suis positionné sur deux autres actions qui étaient Alstom et Schneider Electric. Je vous en parlerai quand on sera dessus. Il n'y en a aucune des deux qui est passée, donc j'attends encore. C'est pas descendu assez bas, le 440 n'était pas venu en dessous des 6000 points et donc du coup ça n'est pas venu chercher le prix que j'avais mis. Donc quoi qu'il en soit, Nexity, on a quand même le support ici aux alentours des 25 €, même un petit peu en dessous des 25 €. Je serais pas surpris de voir que l'action pourrait venir retravailler ici, revenir toucher son support pour repartir. Là la tendance est plutôt assez mauvaise, hein, plus que mauvaise même. Donc on va essayer de profiter des occasions de baisse. Et plus forte que ça pour moi, parce que là pour le moment je vais aller plus bas qu'on PRU, je vais pas acheter au même prix. Ce qui implique forcément que je ne pourrais sans doute pas acheter si on reste aux alentours des 6000 points sur le 440, il va falloir aller en dessous des 6000 points. On verra ça tout à l'heure. Alors Vinci, 10 unités, PRU à 80,97, le cours de bourse est à 92,55, elle a gagné 2,39% cette semaine, je suis en plus-value de 14,29%, plutôt positif sur le dossier, on a un beau couloir là ici, ça travaille bien, ça reste dedans, des petites mèches au-dessus, quelques petites mèches en dessous, pour le moment c'est plutôt correct, hein. On voit ici la moyenne mobile 20 périodes qui est bien au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve là, en dessous. Donc pour le moment, c'est plutôt positif. De toute façon, c'est un beau dossier qu'il faudra aussi faire grossir dans les prochaines années. Il ne faudra pas que je l'oublie. On peut voir ici d'ailleurs, en termes de rendement, 3,91% cette année, 2022, et l'année prochaine, 4,25%. Ce serait quand même intéressant. On a même le PRU pour 2023 qui va baisser. Alors, chose qu'il va falloir faire attention, en temps d'inflation assez forte comme on l'a aujourd'hui, on va forcément avoir des PRU qui vont remonter un petit peu. On doit avoir des PRU plus élevés que lorsqu'on est sur des taux bas, hein. C'est assez logique. Donc il va falloir faire attention, bien regarder les PRU dans un premier temps et les comparer avec les mêmes entreprises du même secteur pour pouvoir se donner une bonne idée. Moi, j'ai toujours dans la tête que le bon PRU c'est 15%, c'est 15 pardon, et qu'au-delà de 15 ça fait cher, et donc après j'essaie d'adapter par rapport à ça. Donc peut-être que là il va falloir que je revoie un peu ma copie et on sera peut-être sur des PRU un peu plus élevés dans les mois et années qui arrivent là. Ensuite, Eutelsat 80 unités, 9,24 le PRU, le cours de bourse est à 11,03. Elle a gagné 5,15% cette semaine, donc elle a bien bougé. Je m'en étais pas rendu compte, hein. En fait je la regarde pas trop, Eutelsat, pour moi elle est dans le portefeuille, tant qu'elle baisse pas en dessous de mon PRU, je la regarde pas trop. Elle est là pour m'amener des dividendes et c'est tout. Néanmoins je suis quand même en plus-value de 19,35%, plutôt correct. Vous voyez, hein, pour les dividendes, hein, 8,83 cette année, 8,95 l'année prochaine, c'est vraiment beau. On avait un PRU très bas cette année, hein, vous voyez, 5,55. Et là, l'année prochaine, on sera à 10,3. Donc le PRU va augmenter. Est-ce que dans le même secteur, on est plus en dessous de 10 qu'au-dessus? Est-ce que c'est le fait de l'inflation qui va faire que ça va augmenter le PRU? C'est possible, donc méfiance là-dessus. Donc là, on voit que ça travaille ici, ça reste, hein, on est là, on vient travailler sur le support.
Elle est en train de repasser au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, mais vous voyez que la moyenne mobile 50 périodes est toujours au-dessus de sa moyenne mobile 20 périodes, qui est en train de la rejoindre ici. Alors je vous avais dit que c'était peu probable que ça fasse ça, mais visiblement on dirait que de plus en plus la forme va se faire ici. Donc on va peut-être avoir un début de retour haussier, ou en tout cas un petit peu vers le haut pour Eutelsat. En tout cas ça a l'air d'en prendre la forme. On va voir ici, il faudra suivre le croisement. Ensuite nous avons Orange, donc 72 unités, 9,47 le PRU, cours de bourse à 11,66, elle a gagné 0,79%, je suis en plus-value latente de 23,14%. Là actuellement on peut voir que ça passe au-dessus de la résistance qui était ici. Donc là cette résistance va devenir support, on devrait travailler ici et ensuite voir ce qu'on va pouvoir faire dans cet espace là entre 11,50€ et 12,50€. Ça devrait pouvoir s'ouvrir, et si ça s'ouvre on va peut-être aller chercher un peu plus haut. En tout cas pour le moment Orange fonctionne plutôt pas mal, elle résiste bien à la situation, donc positif sur le dossier en ce moment. Et en plus avec le changement de gérance et de PDG, ça pourrait sans doute amener du positif à l'action. Score 30 unités, PRU à 25,78, cours de bourse 27,80, elle a gagné 5,86% cette semaine. Elle a bien bougé. Pareil, j'aurais pu en reprendre, mais je trouve qu'elle n'est pas encore assez bas, donc je suis toujours en plus-value latente de 7,83%, mais le prix ne me convient pas encore, je voudrais que ça descende encore plus bas. Donc là on voit ici le biseau, vous voyez ici la résistance avec le support ici en vert, donc on a un biseau qui se forme ici, et donc l'action, pareil, va devoir faire son choix ici. Soit elle passe au-dessus, soit elle passe en dessous, et elle vient retravailler ici sur le support. Ce qui sera peut-être une occasion de la reprendre aux alentours des 20, 22, 23 euros. Mais on n'y est pas encore. Pour le moment, ça fonctionne, ça tient bien. ST Micro. Donc ST Micro, elle aussi, a bien fonctionné cette semaine. Donc j'ai 20 unités, PRU à 29,88. Cours de bourse à 37,88, elle a gagné 8,96% cette semaine, hein. C'est très bien, c'est très bien. Je suis en plus-value de 26,75%, c'est pareil, ST Micro, il va falloir que j'en reprenne à un moment ou à un autre. Ça c'est la problématique de manque de liquidité, je la regarde plusieurs fois venir proche de mon PRU, je prends pas, et à chaque fois elle repart. Donc là on va voir, hein. On voit encore une fois qu'elle est posée là sur la moyenne mobile 20 périodes. Ici, là, vous la voyez en rouge. Elle a des mèches qui passent. Donc, est-ce qu'elle pourrait avoir une mèche qui viendrait chercher ici le support? C'est possible. On sera aux alentours de 30, 31, un truc comme ça. Ouais, ça reste encore un peu cher pour moi. Mais bon, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que le problème, c'est que là, difficile de la faire évoluer, elle verse pas trop de dividendes, et c'est pas non plus une action qui arrivera à 300 € un jour. Donc il faut que je fasse grossir la ligne pour gagner un peu plus, je pense. Alors là, nous avons une information, donc ST Micro vise plus de 20 milliards de dollars de ventes par an à l'horizon 2027. Donc les semi-conducteurs, hein, toujours, fabricants, qui peut... donc c'est le chiffre d'affaires qui vise, hein. C'est pas les ventes, hein. Chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 milliards de dollars en 2027. Donc c'est plutôt très positif, et ça veut dire qu'ils s'attendent encore à de la croissance à venir. Alors, il va y avoir de la croissance qui va se faire de façon... pas forcément de la croissance, c'est pas forcément ça que je veux dire, c'est plus il va y avoir du chiffre d'affaires et de la marge nette qui va se faire naturellement pour les entreprises qui vont vendre plus cher leurs produits.
puisqu'il va y avoir l'inflation, donc l'inflation est là, donc les produits valent plus cher. Il y en a peut-être aussi qui vont monter un peu leur prix, monter un peu leur marge aussi, comme ça justifiera aussi de le faire. Et donc du coup, on devrait avoir des résultats avec peut-être moins de ventes que les années passées, mais avec des meilleurs résultats. Donc il va falloir voir ça un petit peu au niveau des objectifs pour le T3, T4 notamment, qui vont être à mon avis un peu plus compliqués que ceux qu'on en a actuellement. Alors, Alstom, 30 unités, PRU à 29,46, cours de bourse à 23,27. Elle a gagné 4,21% cette semaine, ce qui est plutôt pas mal. Après, je regrette presque de ne pas être rentré encore dessus, mais on a encore d'autres possibilités de le refaire, je pense. Donc, je suis en moins-value de 21,01%. Vous voyez ici, elle est venue donc toucher ici la résistance, mais elle n'a pas encore réussi à la traverser. Donc on est toujours bloqué ici, donc du coup elle va continuer à travailler, je pense. Et il pourrait y avoir de nouveau une petite mèche qui viendrait chercher aux alentours des 20 euros peut-être, aux 19 euros, et auquel cas je vais essayer de me repositionner. Alors ensuite pour Alstom, donc on a un communiqué donc par rapport aux résultats, donc les résultats d'Alstom sur l'exercice fiscal 2021-2022 en ligne avec des perspectives du groupe, donc l'objectif à moyen terme confirmé. Les résultats d'Alstom donc sur l'exercice fiscal, 15,5 milliards de chiffre d'affaires, 19,4 milliards de commandes, donc ça c'est plutôt pas mal, et 81 milliards de commandes en carnet. Donc vraiment très bien pour le futur. Que de bonnes choses. Après, il faut qu'ils arrivent à se sortir de Bombardier là et de cette galère là qui leur colle. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez souscrire et devenir membre de la chaîne pour 1,99 €. Donc pour ça, vous aurez le droit à des avantages, donc les badges, des emojis, des vidéos exclusives réservées aux membres, dédicaces aux membres, priorité aux réponses commentaires, sondage réservé aux membres. Pour ça, il vous suffit juste d'aller sur ma page, d'appuyer sur rejoindre et ensuite de l'activer et vous deviendrez membre de ma communauté et vous avez la possibilité d'arrêter le prélèvement chaque mois. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas un abonnement à l'année, c'est par mois et vous l'arrêtez quand vous voulez. Si vous l'arrêtez pas, il prélève chaque mois. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation. On continue, donc Crédit Agricole, 60 unités, PRU à 9,73. Le cours de bourse est à 10,28 €. Elle a gagné 3,21%. Pour le moment, je suis en plus-value latente de 5,71%. C'est plutôt correct. Bon, pareil, un Crédit Agricole, vous voyez que sur long terme, en 2017 ici, on avait un pic quand même assez haut à 18 €, mais on voit bien qu'on y reviendra peut-être pas ou dans très longtemps, puisque là maintenant ça fait plus de 15 ans qu'elle n'est pas revenue. Le plus haut a été 14 €, donc 4 € quasiment en dessous. Bon, faut pas chercher qu'elle revienne à ces prix-là, il faut plutôt acheter pour du rendement. Vous le voyez ici, elle a un bon dividende, 8%, 8,35 pour l'année prochaine. Un PER qui est pas trop élevé, donc ça c'est intéressant. Donc il faut la jouer en dessous des 8,50, c'est intéressant. Moi c'est ce que je vais essayer de faire, de 9,50 pardon, c'est intéressant. Donc là je vais essayer de baisser encore, d'être en dessous des 9,50 pour mes prochains achats. Ensuite, Airbus, 5 unités, PRU à 98,41, le cours de bourse 106,36, elle a perdu 1,06% cette semaine, et je suis en plus-value de 8,08%. Pour le moment, Airbus, j'ai du mal à me repositionner par manque de liquidité, j'ai eu plusieurs opportunités. J'attends, puisque vous voyez, là, elle est bloquée par cette résistance qu'elle a beaucoup de mal à passer. On le voit, il y a eu beaucoup de points qui ont essayé de passer et qui ne sont pas arrivés. Donc ça travaille. Elle revient ici à la croisée des deux moyennes mobiles 20 périodes et 50 périodes, donc laquelle va ressortir au-dessus.
Et donc là, on va avoir une opportunité sans doute de racheter peut-être un peu en dessous de mon PRU, ce qui serait pas mal. Ensuite, Ubisoft, 10 actions, le PRU à 60,68, cours de bourse 47,66, elle a perdu 11,12%, donc la semaine dernière elle avait gagné 14%, donc là vous voyez que c'est un peu... elle a tout perdu quasiment. Je suis en moins-value de 28,06%, et on voit qu'elle a bien cassé ici la résistance, elle est bien passée en dessous, ça tombe. C'est très loin de ses moyennes mobiles 20 périodes et 50 périodes. On voit qu'ici donc ça a croisé et donc on a la 50 périodes qui est au-dessus de la 20 périodes alors que ça devrait être l'inverse. Donc on est bien dans une tendance baissière. Là pour le moment je sais pas quoi vous dire. Il faut qu'elle revienne, là, qu'elle repasse au-dessus de la résistance. Donc faut espérer qu'elle continue pas à descendre surtout. Ce serait un peu dommage si elle continue à descendre. Mais voilà, qu'elle revienne par ici, qu'elle essaye de passer cette résistance. Quand on aura passé cette résistance, là, on pourra dire que les choses sont un peu plus positives. Beaucoup de spéculations hein, sur Ubisoft, beaucoup de choses qui doivent arriver aussi. Donc, il faut être patient parce qu'il va se passer des choses, c'est sûr. On va avoir des jeux qui vont sortir, de grosses licences, des AAA. On a évidemment aussi cette spéculation d'un éventuel rachat d'Ubisoft par X ou Y entreprise, qui pourrait aussi faire monter le prix d'un seul coup. Pour le moment, chaque semaine, on a plus ou moins une rumeur, mais sans jamais avoir de nom. Donc laissons faire les choses comme ça pour le moment. Je pense pas que ce soit le moment de vendre, même si vous êtes en négatif, attendez un petit peu, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Après, ça n'engage que moi, hein, évidemment. Mais je pense qu'il y a quelque chose à jouer dans peu de temps, mais il va falloir attendre encore un peu. S'il faut, je me trompe et elle va complètement dévisser et disparaître. Hein. Je serais surpris quand même, mais bon. C'est jamais. Alors, L'Oréal, une unité, donc 381,13 €. Le cours de bourse est à 332,45 €. Elle a perdu 1,97% cette semaine. Je suis en moins-value de 12,77%. Alors L'Oréal, j'ai voulu la mettre en achat, donc je l'avais positionné en achat à 297, je crois, 297 €. Évidemment, ça n'y est pas allé, et il y avait un support à 305 €. Je me suis dit, est-ce que je tente 305 ou est-ce que je vais chercher encore un peu plus bas? À 305, on était au niveau des 6000 points, mais on n'était pas en dessous des 6000 points, et comme je vous ai dit, je voulais acheter en dessous des 6000 points. Donc j'ai pris la décision du coup de positionner mon achat en dessous des 300 €, et donc L'Oréal n'y est pas allé, elle est à 305, et après elle est remontée presque aussi vite, hein. C'était impressionnant. Le lendemain, elle était remontée à 315, et puis vendredi à 332. Donc c'est dommage parce que j'aurais pu acheter L'Oréal à 305, ça m'aurait fait vraiment baisser le PRU. J'aurais été aux alentours de 350 € le PRU, donc plus très loin du prix actuel. Après, le problème c'est que je trouve ça encore un peu cher, et puis comme je vous dis, je suis pas sûr que les marchés vont repartir de plus belle là, dans les jours et semaines à venir. Et donc il y aura d'autres opportunités, je pense, et d'aller la chercher peut-être en dessous des 300 €. Donc j'attends. En termes de graphique, on voit, hein, elle est passée là, vous voyez, hein, toute la bougie est passée sous la moyenne mobile 20 périodes, ce qui n'est quasiment jamais arrivé, vous voyez là ici. Hein. Donc il va y avoir un mouvement forcément, même si ça remonte, ça va peut-être encore retravailler, et ça va peut-être redescendre un peu plus et venir rechercher ici au niveau de la moyenne mobile 50 périodes. Ensuite, Air Liquide, 2 unités, PRU à 138,16, le cours de bourse à 162,40. Elle a gagné 0,98% cette semaine. Je suis en plus-value de 14,54%. Pour le moment, c'est plutôt positif. Air Liquide, elle continue, elle a passé le support ici, donc ça travaille. Ça va rester dans cet espace-là. De toute façon, Air Liquide, je la regarderai quand elle sera aux alentours de 130, 120.
pas avant, parce que là c'est déjà 138, je l'ai acheté assez cher je trouve, mais j'attendrai un beau retracement avant de racheter, c'est sûr. Schneider, donc Schneider est l'action que j'avais mis en achat aussi, donc 20 unités, 128,88, cours de bourse 129,48, elle a gagné 1,95% cette semaine, je suis en plus-value de 0,47%, donc Schneider a baissé énormément, donc là vous voyez ici hein, la baisse, on est venu chercher aux alentours des 125, 123 même, 123 je crois le plus bas où elle est descendue. Je l'ai positionné mon achat à 113. Encore une fois pour être, comme je vous l'ai dit, en dessous des 6000 points sur le 440. Et évidemment, elle n'y est pas allée. Donc j'ai toujours bon espoir, hein, 113, on serait quelque part par ici, hein, revenir ici sur un support qui pourrait venir être retesté et repartir ensuite. Donc j'ai encore bon espoir que ça repositionne. Je pense que je vais remettre mes 2 actions à l'achat, donc j'avais mis 2 actions à l'achat sur Schneider. Décidément je l'ai pas changé ici, hein. C'est pas 20, c'est 2 actions pardon que j'ai. Donc sur Schneider je vais remettre 2 actions à l'achat à 113 € la semaine prochaine et on va voir ce que ça donne. Ensuite DBT, je sais même pas si j'ai envie de vous en parler, donc 1000, un PRU à 0,10, 0,01 le cours, elle continue à chuter, je suis à moins 80,91%, donc là ça continue, j'attends un rachat, voilà. Alors on retrouve donc mon portefeuille avec l'ensemble des actions comme je vous ai dit. Donc vous voyez ici que par rapport à vendredi, elles étaient toutes dans le vert, mis à part donc Orange, qui était à moins 0,12. Et nous avions aussi DBT à moins 13,75%. C'est impressionnant, DBT, rien à faire, hein, ça veut pas. Alors la répartition en termes d'actions, donc Air Liquide 2,10%, Airbus 3,45, Alstom 4,56, Crédit Agricole 4,06, Danone 7,34, DBT 0,14, Euronext 14,35, Eutelsat 5,76, Nexity 6,56%, Orange 5,52, L'Oréal 2,15, Sanofi 9,77, Schneider 1,68, Score 5,46, ST Micro 4,90, Total 9,73, Ubisoft 2,89, Vinci 6,06 et la liquidité 3,52%. Donc la liquidité, vous voyez qu'elle a baissé puisque j'ai fait un petit achat la semaine dernière. Alors, ici en termes de répartition, donc pas beaucoup de changements. Vous avez toujours les services financiers qui sont les plus gros, hein, forcément, avec avec Euronext que j'ai renforcé. Ça leur donne forcément presque 25% de mon portefeuille. Alors pour le tableau des dividendes, donc on voit que j'ai eu donc 2 versements de dividendes. Donc j'ai eu Sanofi 49,95. J'avais eu 48 € l'année dernière avec le même nombre d'actions. Donc voilà, ça a augmenté un petit peu. Là ne vous fiez pas à ça, hein, ça c'est juste pour moi savoir à peu près où ils sont les pourcentages des dividendes versés. Il va falloir que je les remodifie. Je vais vous les remodifier, je vais essayer de m'en occuper dès que je vais pouvoir. Et ensuite nous avons Danone 38,80, donc plutôt correct pour le moment, les dividendes tombent doucement, je devrais en avoir là encore dans les 2 prochaines semaines qui vont arriver sur ces actions. Donc j'attends. Euronext, je n'ai pas trouvé la date du versement du dividende. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me la communiquer. D'ailleurs, tant qu'on y est, je vous rappelle que pensez à vous abonner. Voilà, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières notifications et être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne.
de cliquer sur le like, c'est très important, hein. Objectif 150 likes, donc je compte sur vous, hein. Moi je vous montre tout, vraiment, vous voyez tout dans mes vidéos. Je vous cache rien du tout. Si vous avez des questions à me poser, j'essaie d'être le plus transparent possible avec vous. Donc j'espère que vous allez m'en remercier, et le like est le premier moyen de m'aider et de me remercier pour ça. Donc 150 likes, c'est faisable. Allez, on va continuer. Alors, pour ce qui est du portefeuille, donc le portefeuille est en moins-value latente de 2,04%, soit une perte de 320,34 €. Vous voyez que ça diminue assez fortement quand même par rapport à la semaine dernière. On était à plus de 4% la semaine dernière. Ce qui fait que j'ai gagné sur la semaine 2,26%, soit 355,68 €. Alors, par rapport aux questions-réponses, j'ai pris la question donc de Auguste Chemin. Donc, il faut éviter de critiquer les livrets des banques à 1% quand le marché des actions baisse de 15%. D'avoir du matelas de trésorerie, ça va être intéressant de revenir sur les marchés si ça baisse encore de 15%. C'est mon humble avis personnel. Alors, je te disais donc sur ma réponse que d'ailleurs j'attends un peu aussi d'avoir votre avis par rapport à ça. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Pour moi, mettre l'argent sur le livret A à 1%, c'est uniquement pour éventuellement l'argent qui va vous servir de réserve. Pas de réserve pour mettre sur un compte, mais plutôt comme protection. C'est votre argent de protection. Les entre 3 et 6 mois d'argent de côté que vous devez avoir sur un compte et que vous ne devez investir sur rien du tout, c'est de l'argent que vous devez garder. Donc, comme ça, si vous avez un problème, vous avez toujours cet argent-là disponible. Et ensuite, vous avez votre argent que vous investissez. Donc, c'est deux choses différentes. Ensuite, mettre l'argent sur le livret A pour la sortir dès que les marchés chutent, pour rentrer dessus et le reste du temps ne pas être investi, c'est pareil, ça sert à rien. Il faut être investi tout au long de l'année. Ne sortez pas toutes vos positions, ne mettez pas votre compte à zéro et en accumulant de l'argent sur un livret A pendant 3 ou 4 ou 5 ans, et puis au bout de 5 ans, quand il y a le crash, vous avez de l'argent de côté sur votre livret A et vous mettez tout sur le compte. Là, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que déjà, vous allez perdre de l'argent pendant les 5 ans où l'argent sera sur le livret A, déjà. Et sur la bourse, vous avez plein de multitudes de journées où vous avez des grosses baisses, vous allez pouvoir profiter d'achats, mais vous avez aussi de grosses hausses, vous allez pouvoir avoir des ventes, vous allez avoir les intérêts composés qui vont aussi amener leur pierre à l'édifice aussi, qui vont vous amener avec les dividendes. Les intérêts composés sont très importants aussi dans la stratégie, en tout cas dans la mienne. Donc non, en tout cas, si c'était dans ce sens-là que tu voulais le dire, Auguste, moi je suis pas d'accord avec toi. Ne mettez pas votre argent sur le livret A pour autre chose que votre argent de sécurité. Voilà, c'est l'argent de sécurité, celle-là, vous l'avez, vous devez plus y toucher. Vous la laissez, ça représente entre 3 et 6 mois de vie pour vous, pour pouvoir être tranquille. Mais après, tout le reste de l'argent que vous avez, vous l'investissez, vous la mettez en bourse ou sur autre chose, mais vous la laissez pas sur les livrets A, ça sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Moi, de laisser de l'argent à la banque, ça me rend fou, quoi, de laisser de l'argent à la banque. Et je le fais parce que j'ai aussi cette épargne de sécurité qu'il faut faire attention, forcément. On sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais sinon non. Sinon non, ça. Et le fait que la bourse baisse, il faut voir ça comme une opportunité. Il faut pas voir ça comme un problème. Au contraire, c'est une opportunité. Quand on est investisseur long terme, chaque grosse baisse de la bourse, c'est une nouvelle opportunité d'acheter, de rentrer sur des bons dossiers évidemment, et de construire sa ligne. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, Auguste. En tout cas, c'est comme ça que je les vois. Malgré tout, je respecte ton avis, hein, c'est ton humble avis, c'est ce que tu as mis, et je le respecte. Tu peux avoir cette façon de voir. N'hésite pas à me remettre un petit message pour me dire ce que tu en penses. Après, c'est toujours difficile, tu m'écris un message, c'est moins facile d'exprimer ce qu'on ressent ou ce qu'on veut dire par message que à l'oral peut-être. Mais voilà, en tout cas, moi, ma position, c'est investissez sur les marchés.
ne laissez pas l'argent sur le livret A en attendant qu'un éventuel crash arrive un jour. Alors, pour ce qui est de la situation du CAC 40, donc le CAC 40 est en baisse de moins 13,24% depuis le début de l'année. Donc on est à 6362,68 points. Donc on a quand même une petite augmentation, mais ça suffit pas. Ici, donc les scénarios possibles à la hausse, ça serait aller au-dessus des 6535 points. Et ensuite 6792 points. Scénario à la baisse, revenir à 6062 points. Et ensuite 5963. Donc moi c'est ces 5963 que j'attends. En remettant mon ordre d'achat sur Schneider Electric à 113, je vais aller chercher justement en dessous des 6000 points le CAC 40. Si vous voyez pas le CAC 40 baisser en dessous des 6000 points, logiquement mon ordre ne passera pas. Alors, donc pour cette première action que nous allons regarder par rapport aux 3 qui ont été sélectionnés, on va regarder donc l'action Calray. Alors je connaissais pas du tout ces actions, j'ai pris les infos mais j'ai pas regardé. Comme ça on va la découvrir un peu ensemble, ça sera peut-être plus intéressant. Donc ça va être une action pour éventuellement la rentrer sur mon PEA-PNE et la suivre pendant quelques années. Donc là, Calray est un pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents, véritable percée technologique. Les processeurs intelligents ont la capacité d'analyser à la volée et de manière intelligente de très grandes quantités d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents sont largement déployés dans les secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération, centres de données intelligents et des véhicules autonomes, ainsi que les soins de santé, les drones, les robots. L'offre de Calray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes, cartes électroniques et logiciels. D'accord, donc ils sont positionnés dans les processeurs pour l'intelligence artificielle, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Créé en 2002 en tant que spin-off du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, Calray s'adresse à un large éventail de clients, parmi lesquels des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents, des fabricants de produits de consommation, tels que des constructeurs automobiles. Ok, Calray est spécialisé dans le développement et la fabrication de processeurs massivement parallèles MPPA destinés aux applications embarquées critiques, aéronautique, défense et véhicules autonomes. Et au centre de données, accélération du stockage des données et des réseaux à très haut débit. Par ailleurs, la société propose des cartes électroniques basées sur le MPPA, un kit de développement logiciel SDK, ainsi que des outils logiciels permettant aux clients de développer leur propre application. Là, ça me parle pas trop tout ça, mais bon, je comprends plus ou moins à quoi ça va servir. En tout cas, ça a l'air d'être assez important pour tout ce qui est intelligence artificielle, vitesse de calcul et tout ce qu'ils vont avoir besoin, données, stockage de données. Donc bon, pourquoi pas, ça peut être un secteur intéressant. Après, il doit y avoir beaucoup de monde, hein. On est dans les concurrents. Qu'est-ce qu'on a ? On doit avoir Intel, Soitec sans doute, ST Micro j'imagine aussi. Donc il y a beaucoup de concurrents qui sont déjà bien implantés. Donc alors, voilà la carte. Donc là ici c'est leur carte qu'ils doivent mettre sur une carte graphique j'imagine et qui booste la carte graphique alors du coup. Processeur c'est ça et ça c'est la carte. Ou est-ce que c'est l'ensemble ? Non, je pense que ça c'est la carte et ça c'est le... Ils le rajoutent dessus.
D'accord, ok. Alors on va regarder. Donc au niveau donc des actionnaires de la société, on a ici un NXP Semiconductor qui est mis en bleu, donc c'est qu'il doit y avoir une raison, je ne sais pas laquelle, mais il doit y en avoir une. Ensuite, on a Safran ici. CEA Investissement, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, CEA. Alliance Venture. Covea Finance. Il n'y a pas de plan pour les employés, donc ça déjà c'est un truc que j'aime pas trop. Bon alors après c'est une petite société, on n'est pas encore dans une big société on va dire, hein, donc il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas tout ça, donc les plans pour les employés c'est peut-être pas encore le plus important pour eux. Pour eux ça va être le plus important, c'est de lever des fonds et investir massivement pour y arriver. Alors, on va regarder ça d'ailleurs. Donc, en termes de capitalisation, 2022, on est à 139 millions. C'est pas une grosse capitalisation. La valeur de l'entreprise est de 152 millions. 152 millions, on regarde ici, 2018, on a de la dette à hauteur de 12,8 millions. Les capitaux propres, 12,8 millions, donc on couvre la dette avec les capitaux propres, donc c'est juste. On va regarder ici en même temps le cash flow négatif, ça fallait s'en douter. On voit qu'ils essaient d'arriver sur du cash flow, mais c'est pas encore pour tout de suite. Le leverage, bizarrement, il est plutôt correct, hein, on n'est pas au-dessus de 4, c'est plutôt correct pour 2022. On voit qu'ils ont eu 2018, ils étaient à plus de 5. Pour le reste, c'est assez correct, et on voit que la dette aussi baisse pour 2023. Bon, les chiffres sont pas catastrophiques par rapport à la situation de l'entreprise forcément, puisque là c'est une entreprise qui a besoin de se lancer et d'investir énormément. D'ailleurs, vous voyez le capex, hein, l'investissement, 1077% en 2018, 800% en 2019, 283% en 2020. Et pour arriver en 2022, un investissement de 87,7% du chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez énorme, hein, ils investissent énormément. Et vous voyez que pour 2023, l'investissement il est de moins de 20%. Donc 2023 semble être une année où ils vont commencer à être peut-être un peu plus rentables. Le PER, donc PER négatif. Donc là pour 2021, nous sommes à 9,87. À moins 9,87, et pour 2023, 10,01, ce qui commencerait à être un PER plutôt correct. Donc le PER, c'est le nombre d'années où on est prêt à payer les bénéfices. Donc là, en l'occurrence, pour 2023, on serait prêt à payer 10,1 années, une année de bénéfices de l'entreprise Calray. Donc là, quand vous voyez moins 9,87, ça veut dire que les gens ils sont prêts à payer moins 9 années de bénéfices de l'entreprise. Donc c'est pas top quoi. Forcément, hein, vu qu'ils sont encore en plein développement. Alors après, on aurait besoin aussi de calculer le page ratio, qui nous permet de voir donc sur des petites entreprises justement comme ça qui sont en développement et en pleine croissance, de voir s'ils sont bien valorisés avec le PER ajouté à la croissance, parce que le PER c'est sans la croissance, il ne tient pas compte de la croissance. Et donc du coup, si on était sur le page ratio en prenant donc le PER avec la croissance, on serait un page ratio de 3,77, ce qui est quand même beaucoup, puisque à 1, on est sur une entreprise qui est normalement valorisée. En dessous de 1, on est sur une entreprise qui est sous-valorisée, et au-dessus de 1, on est sur une entreprise qui est trop valorisée par rapport à sa croissance. Donc là, on serait à 3,77, ce qui fait que, pour moi, pour le moment, elle est trop valorisée par rapport à sa croissance. Voilà. Après, c'est juste un indicateur de plus, c'est pas non plus un indicateur décisif. Le
Le cours de référence, donc on est à 23,70, donc il faudrait essayer d'acheter en dessous des 23,70 forcément, pour qu'on soit au plus intéressant possible. Ensuite, on va regarder ici le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires est plutôt correct. On avait une belle petite progression. Là sur 2018-2022 on avait une petite progression qui était intéressante, et là à partir de 2022-2023 on a une très très grosse progression. Donc là comment ça s'explique, je ne sais pas, peut-être que vous le savez, vous la suivez un peu plus que moi et que vous avez l'information à nous donner, n'hésitez pas à nous la donner dans les commentaires, hein. C'est là qu'il faut intervenir. l'EBITDA négatif jusqu'en 2023, ce qui est normal, hein, je vous dis, 2023 semble être une année plus positive et où l'entreprise devrait commencer à être un peu plus rentable, en tout cas plus attirante pour les investisseurs, j'ai l'impression. La marge d'exploitation, donc là c'est une catastrophe, hein. En 2018 on était à moins 1144%, et en 2023 on se retrouve à 15,1%. Donc là, marge d'exploitation 15,1%, pour 2023 c'est correct. 2022 encore une fois on est dans le négatif, moins 103%. Si on regarde ensuite la marge nette, pour 2022, moins 71,5%, mais pour 2023, 16,7%. Alors là, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment ils arrivent à avoir une marge nette supérieure à la marge d'exploitation. Alors, il doit y avoir d'autres ressources peut-être qui ne rentrent pas dans la partie exploitation peut-être. Pareil, si vous avez les infos, n'hésitez pas. Le BNA, bénéfice net par action, donc négatif à moins 2,40 €, positif à partir de 2023, 2,35 €. Donc ça reste à voir. Et donc si on regarde la situation par rapport à tout ce qu'on a vu, on voit que là on avait de la trésorerie jusqu'en 2021, on a un petit peu de dette en 2022, elle baisse en 2023, donc c'est positif. Mais moi, ce qui me surprend vraiment sur le graphique, et là on le voit bien, c'est le chiffre d'affaires, c'est les barres noires. Vous voyez l'explosion du chiffre d'affaires, c'est assez bizarre, quoi. Et les l'EBITDA aussi pareil, vous voyez l'EBITDA aussi là, il explose. Donc si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas, je suis preneur. Ensuite, je vous ai mis donc les deux graphiques concernant donc Calré graphique journalier ici, donc on voit que la tendance est bien baissière, hein, si on regarde en journalier. Là ça bloque ici au niveau de la résistance, on va avoir un support ici, donc pour le moment on est dans ce range et ça devrait continuer à descendre un peu. Au niveau des moyennes mobiles, on a la moyenne mobile 50 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, ce qui tente à dire qu'on est bien sur une période baissière. Donc là il va falloir attendre de revoir un retour des deux et puis que ça passe au-dessus de cette résistance déjà, pour ensuite travailler dans ce couloir là et éventuellement repasser au-dessus de cette résistance qui se trouve ici, en rouge. Voilà, tant que ça n'aura pas fait ça, elle va continuer à baisser, donc là on pourrait continuer à baisser, attendre un peu, chercher peut-être les 20 €, c'est possible. Sur l'autre graphique, donc de droite ici, nous sommes en mensuel. Donc là, je vous rappelle, hein, la semaine dernière, on a vu ça, moyenne mobile 20 périodes sur un journalier, donc c'est les 20 derniers jours à la clôture qui sont donnés, et parce que le graphique est en journalier, et si nous sommes sur un graphique en mensuel, donc c'est les 20 derniers mois à la clôture, en moyenne évidemment, qui sont donnés. Moyenne mobile, 20 périodes au mois, sur les 20 derniers mois. Donc là pareil, on voit ici donc la moyenne mobile 20 périodes qui est passée au-dessus. Donc là, forcément ça chute, il faudrait que ça repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes pour repartir un peu à la hausse. On n'a pas un historique très fort. Alors l'entreprise est peut-être assez jeune, je sais pas. 2019 a priori ça serait 2019-2020. 2018 peut-être, là je vois septembre, on a peut-être un petit peu avant, peut-être fin 2018. Malgré tout on voit que c'est en train de revenir sur ses points bas, donc méfiance, hein, ça pourrait revenir ici aux alentours des 20 €. Et après voir si ça va repartir, faut voir les chiffres. Il va y avoir tout ce qui se passe en ce moment, hein, avec l'Ukraine et tout ça, peut aussi
impacter fortement le cours, et donc du coup on pourra peut-être avoir des opportunités d'acheter encore plus bas que 20 € si c'est cette action qui est sélectionnée à la fin. Alors ici je vous ai mis un graphique comparatif d'autres entreprises du même secteur. Donc on a Nvidia, on a Intel, Taiwan Semiconductor, Broadcom, j'espère que je le prononce bien, Texas Instruments. Donc Calray est la dernière ici en noir. Donc là vous voyez que c'est celle qui performe le moins. Après vous me direz, les autres ce sont des entreprises beaucoup plus installées déjà, hein, je pense avec des plus grosses capitalisations. Mais vous voyez quand même la différence. La plus belle de toutes pour le moment est Broadcom, ici, puisqu'on voit hein, ici. En dessous on va avoir Nvidia. Même d'ailleurs si on regarde comme ça à l'œil nu et qu'on prenait un peu de recul dessus, on verrait que c'est même Broadcom qui a une tendance un peu haussière. Hein, on voit que ça continue à monter un petit peu, alors que toutes les autres sont plutôt dans une tendance plutôt baissière. Hein. Si vous regardez là, on a l'impression que ça chute. Et ici c'est pareil pour Nvidia. Donc le semi-conducteur, il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup d'appelés, mais peu de reçus. Hein. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention. Alors, en termes d'actualité, Calray annonce avoir signé le contrat d'acquisition d'Arcapix Holding Ltd. Donc une transaction stratégique qui permet à Calray de renforcer sa position comme acteur majeur sur le marché en pleine expansion du stockage et du traitement intelligent des données. Arcapix est un éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions de stockage pour les applications de calcul intensif. Donc voilà, donc Calray est en train de construire petit à petit son entreprise et son empire entre guillemets, on va dire. Et en tout cas, essaye de rentrer les entreprises de façon intelligente. Donc ça déjà, on peut pas leur reprocher, c'est déjà très bien. Voilà, donc comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Je compte sur vous pour me laisser des commentaires et me mettre des likes. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.